Dans ce chapitre, je vais vous montrer comment concevoir votre AOP. Alors je me suis inspiré de cet article scientifique, donc c'est un tutoriel de comment concevoir un AOP, en l'occurrence très simple. Donc je vais vous parler de la première partie, on pourra voir les prochaines parties par la suite. Donc j'ai mis le lien dans la description si ça intéresse. Donc je vais montrer également la différence fondamentale entre un AOP et un amplificateur différentiel. Avant de commencer, je vous invite à voir les deux vidéos précédentes. Si vous avez pensé que je prends quelques raccourcis ou que mes explications sont un peu rapides, je vous recommande de voir ces vidéos et vous trouverez les notions essentielles à la conception de microélectronique pour AOP. Pour rappel, j'utilise la technologie SkyWater de 130 nanomètres. C'est une technologie en libre accès et vous pouvez l'utiliser et refaire ces circuits si ça vous tente. Chose importante, les circuits que nous utiliserons sont capables de supporter une tension de 1,8 volts. Au-dessus, ils risquent de se détruire. Et donc voici un amplificateur différentiel. Ce montage permet de comparer les tensions in+ et in- et d'amplifier leurs différences. Pour cela, il faut que les deux transistors M1 et M2 soient identiques. Quand in+ et in- sont égales, le courant est partagé et vaut I sur 2 dans chacune des branches. Et VO de plus est égal à VO de moins. Si in+ augmente, le courant dans la branche de droite augmente, et on diminue de la même valeur le courant dans la branche de gauche. Quand on fait une variation de tension dV sur in+, c'est comme, vu du point E, que l'on varie la tension de plus 1,5 de dV d'un côté, de moins 1,5 de dV de l'autre côté. Car le courant qui est généré d'un côté est absorbé de l'autre. Et la variation de courant du générateur de courant est nulle. Les résistances utilisables en microélectronique sont limitées, et leur valeur maximum est typiquement de quelques dizaines, voire de la centaine de kiloohms. Donc, vu de Vout, la résistance équivalente est de R. Et on a le gain qui est égal à moins 1,5 de Gm fois R. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le dimensionnement des transistors. On se fixe sa valeur de courant I est égale à 20 microampères, ce qui fait 10 microampères dans chacune des branches. On se fixe une valeur de VDS-SAT de 200 mV. L'idéal est de la prendre la plus petite possible, mais le modèle est de moins en moins précis, plus on réduit VDS-SAT. Pour rappel, le courant est égal à 1,5 de Kp fois W sur L, multiplié par VGS-VT au carré. Le Kp pour ce type de transistor est égal à 200 microampères par micromètre. Quand le transistor est saturé, VDS-SAT est égal à VGS moins VTH. On remplace donc dans l'équation de courant VGS moins VT est égal à 0,2 volts et on a W sur L qui est égal à 2 IDS divisé par Kp fois 0,2 au carré. On a donc W sur L qui est égal à 2,5. En fixant L est égal à 1 micromètre, on a W qui est égal à 2,5 micromètres. On cherche maintenant Gm, qui est la dérivée du courant IDS par rapport à VGS. On a donc cette formule, et en remplaçant les valeurs comme il se doit, on a Gm qui est égal à 100 micros. Donc voici la paire différentielle. Donc avec un générateur de courant de 20 microampères. Donc j'alimente en tension constante 1 volt et 1 volt ici en VGM min et VGM plus. Donc on crée une variation ici en VG+. Donc ici j'ai pris une résistance de 2 ohms. Donc étant donné que le gain est égal à 1,5 de Gm fois R, on aura ici le gain qui sera égal à Gm. Donc ce qu'on a en variation, donc on a bien une variation ici, totalement symétrique. Donc on a un point fixe, donc ça c'est en 1 volt le point fixe.
Donc quand VG plus augmente, on a une diminution de la tension, donc le gain est bien négatif, et donc une augmentation parfaitement symétrique, ici, une augmentation parfaitement symétrique de VG-. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir la dérivée. Je vais chercher... Et donc maintenant, la dérivée, on voit que la dérivée est maximale en 1 volt et qui vaut quasiment 100. Elle est un peu plus que 100, donc on avait calculé 100 micros. Là, on a à peu près la valeur exacte qui est de 107 micros. Voilà. Donc c'est approximatif, donc les résultats, ça donne à peu près ce que ça donne, mais on n'est pas trop loin non plus. En microélectronique, les résistances utilisables sont très petites devant 1 sur GDS, ce qui réduit drastiquement le gain. La solution est d'utiliser un transistor pour avoir une résistance grande de 1 sur GDS, ce qui a le grand avantage d'avoir un courant généré aussi grand que l'on souhaite, mais d'avoir une résistance très élevée en petit signal. Ce transistor est polarisé grâce à un autre transistor qui est placé en miroir de courant. Comme ça, les deux courants dans la branche de droite et de gauche sont égaux. Pour dimensionner ces transistors, on applique la même méthode que précédemment. On choisit un VDS-SAT de 20 mV. Leur Kp est égal à 50 microvolts pour les transistors de type P. On a donc W sur L qui est égal à 2 IDS sur Kp fois 0,04. Et on a W sur L qui est égal à 10. Et en fixant L qui est égal à 1 micromètre, on a W qui est égal à 10 micromètres. Avec ce montage, le gain est égal à Gm divisé par GDS1 plus GDS2. Le GDS du transistor se calcule grâce à cette formule. Et la valeur de VA pour les transistors avec cette largeur est de 8 volts par micromètre. Et en faisant l'application numérique, on a les GDS qui sont égales à 1,25 micro. Donc voici le message de la paire différentielle. Donc ici on peut voir sur chacun des transistors le bulk qui est connecté à leur tension minimale, qui est ici VSS pour les transistors de type N, et VDD pour les transistors de type P. Donc on a bien ici le miroir de courant ici, donc le courant qui est copié vers cette branche-là. Donc on a toujours ces deux branches qui sont le courant qui est parfaitement égal, qui sont égales à 10 micros fois 10 micros. Donc on a la même chose ici, on a les tensions de repos qui sont égales à 1 volt, et on va voir quels sont les gains, comment varier les tensions. Donc on a les tensions ici, donc les tensions sont plus symétriques, parce qu'on a ici un miroir de courant, donc la tension ici est donc assez fixe. Par contre, on a un vrai gain de tension, donc une vraie chute de tension au point 1 volt, au point justement de repos. Et donc pour calculer son gain, donc on fait la dérivée de cette tension, et on a calculé 40. Donc le gain est négatif, alors peut-être pas forcément précisé, mais le gain est bien négatif, en appliquant une tension ici, vers là, le gain est toujours négatif. Donc, et en valeur absolue qui vaut à peu près 40. Donc après, exactement, donc 41,25. Donc ce qui est à peu près ce qu'on a calculé. Je vous ai montré comment faire le premier étage de notre AOP. Comme le gain est faible, on va lui rajouter un deuxième étage pour l'amplifier. Pour notre deuxième étage, on va choisir un courant de polarisation de 10 microampères, le même que le courant de branche de l'amplificateur différentiel
vus précédemment. On prendra donc des transistors de même taille. Dans ce montage, le gain du second étage est égal à moins GM5 divisé par GDS5 plus GDS6. GDS5 et GDS6 sont les mêmes que calculés précédemment, qui sont égales à 1,25 microns. Il nous reste donc à calculer le GM5. Comme il y a beaucoup de variations sur les paramètres en fonction de différentes tailles et courants, je vous donne une méthode à coup sûr pour avoir le GM du transistor. On mesure via le résultat de simulation le courant qui passe en fonction de la tension appliquée à sa grille. Et on regarde sa dérivée en fonction du courant quand le courant est égal à 10 microampères. 10 microampères, c'est le courant qu'on impose et on aura le GM à ce point de polarisation. La tension de grille pour avoir un courant de 10 microampères nous donne 1,15 volts. La dérivée de ce courant pour Vg est égale à 1,15 volts nous donne Gm est égal à 95 microns. Et donc le gain du second étage est égal à moins 38,8. Le gain total est égal au gain du premier étage multiplié par le gain du second étage, et on a donc un gain environ égal à 1550. C'est un gain relativement faible pour un amplificateur opérationnel, mais c'est notre première OP et l'important c'est de comprendre la philosophie de conception. Donc voilà, donc on a le circuit total. Donc ici on utilise des transistors en miroir de courant. Donc ici c'est les courants qui sont injectés, donc le courant ici il est copié, les deux côtés. Donc là, étant donné que la W est 2 fois supérieure, le courant ici est 2 fois supérieur. C'est-à-dire qu'on a 10 micros ici, 10 micros ici, 20 micros là, et 10 micros et 10 micros chez moi. Donc ici on a le premier étage qui permet d'amplifier la différence, et le second étage qui permet d'amplifier cette amplification. Donc on va maintenant voir le gain. Donc voici VO, donc là j'ai fait entre moins 100 et 100 milli, donc c'est quelque chose. Et le gain, qui est la dérivée de cette valeur. Donc ici on a environ 1500, 1456. Voilà, à peu près. Donc on avait théorisé 1550, donc on n'est pas trop loin de la réalité. Et là, on vient de créer un comparateur. Et quand on le reboucle, on voit apparaître des oscillations. Et donc voilà notre amplificateur différentiel. Donc le but ici est de pouvoir le remettre en boucle fermée. Donc connecter la Vout à l'entrée moins de notre amplificateur. Donc le problème ici, on n'a pas de capacité permettant de filtrer les hautes fréquences. Donc en voulant appliquer ce signal-là à l'entrée V+, en amplificateur opérationnel, on devrait avoir un suivi de cette tension. Mais ici, étant donné qu'il n'y a pas cette capacité, on obtient une série d'oscillations. Et donc, c'est ça la principale différence entre un amplificateur différentiel qui permet de faire un comparateur. Donc ici, on a un bon comparateur, mais j'ai tout. S'il y a oscillation, c'est que le gain en boucle ouverte est supérieur ou égal à 1, quand la phase est égale à 180 degrés. Pour avoir un OP, il faut que ce gain soit inférieur à 1, quand sa phase est égale à 180 degrés. Pour cela, on rajoute une capacité de compensation, et sur le schéma, elle est notée CC. Pour calculer la bonne valeur de la capacité de compensation, il faut donc calculer la fonction de transfert. Donc voici le schéma petit signal de ce circuit. Donc la capacité en C1 est la capacité de grille, la capacité de CC est donc la capacité de compensation, et la capacité C2 est la capacité de charge de notre AOP. Et voici les trois pôles 0 dominants de notre circuit. Le pôle P1
est bien plus grand que tous les autres, et c'est celui-là qui va faire office de filtre au passe-bas, et qui permettra de stabiliser notre AOP. Donc voici notre AOP, et voici l'intérieur de cette AOP. Donc on a bien réussi à rajouter une capacité qui permet le filtrage. Et donc l'idée ici est de mesurer sa fonction de transfert en boucle ouverte avec sa charge. Et donc voici le résultat de simulation. Donc pour rappel, un amplificateur est stable quand la fonction en boucle ouverte, la phase est inférieure à 180 degrés quand son gain est inférieur ou égal à 0. Donc ici on a son gain en dB, donc qui est égal à, son gain est égal à 1 quand fonction en dB est égale à 0. Et on a bien ici la phase plus 180 degrés. Et donc, vu que le gain se coupe avant la phase, on a bien une phase ici de 180 moins 20, moins 25 à peu près. Donc, cet AOP est stable, mais vu que sa marge de phase n'est pas très importante, il y aura quelques rebonds. Bon, il faut se passer à cacher, cet AOP n'est pas forcément super efficace, ce n'est pas le meilleur, loin d'être le meilleur, mais c'est l'idée de montrer comment le faire, montrer la philosophie et toutes les démarches permettant de le faire. Et donc maintenant, on va montrer le résultat de simulation en boucle fermée. Donc maintenant, on va faire la simulation en boucle fermée, en transitoire, en appliquant en V+, ici, cette tension. Donc on a toujours la même charge. Donc normalement, il devrait être stable. Donc voici ce qu'on a. Donc effectivement, on a stabilité, mais on a quand même pas mal de rebonds, vu que sa marge de phase n'était pas très importante. Donc pour éviter ces rebonds, l'idéal est d'augmenter le plus possible sa marge de phase. Donc avec cette AOP, la méthode comment je l'ai fait, c'est un peu compliqué de réaliser. Et je vous montrerai comment faire pour trouver une autre architecture pour pouvoir le réaliser plus aisément. Voilà, je vous ai montré comment concevoir votre premier AOP. Donc c'est un AOP très simple. Il existe d'autres architectures différentes et d'autres fonctionnements différents aussi. Et pour ça, on verra ça par la suite. Alors, et pour finir, si ça vous intéresse, j'aimerais savoir quels sont vos sujets et vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser.